Purée. Ah, c'est la meilleure blague que j'ai jamais entendue. Ah, faudra que je la ressorte. Oh, ah bah, vous êtes là, vous. Ah oui, c'est le rendez-vous annuel du Spooktober. Ah, joyeux Halloween, les petits copains. Mais cette année, elle est un peu triste pour moi. Rendez-vous compte, c'est la première année où je ne parle pas des Simpsons Horror Show pour Halloween. Mais à la place, je me suis senti nostalgique de mes premières vidéos, même si elles sont pas ouf. Notamment les 2 volumes des épisodes flippants de séries d'animation tout public. Je me disais qu'il y a tellement de matière dans les séries d'animation existantes qu'il y avait sans doute de quoi réaliser une 3e édition, que vous avez présentement sous les yeux. Et pour cette année, j'ai décidé de changer un peu pour la recherche. J'ai pris quelques épisodes que j'ai glanés de mon côté, des idées avortées, mais en plus, je vous ai demandé des suggestions pour des épisodes que vous pensiez compatibles avec le sujet et dont vous vouliez me voir parler. Et parce que rien n'est plus flippant que quelqu'un qui vous juge, tous les épisodes de cette édition passeront par mon trouillomètre, d'une échelle de 1 à 5. 1 étant bien sûr significatif de peur quasi nulle, tandis que plus ça monte, et plus ça a le potentiel d'être un petit classique pour les quêtes de coups de flip. Et si je n'ai pas pris toutes les suggestions, ça veut dire soit que ça venait de séries déjà abordées précédemment, soit qu'elles sont victimes du tri et que je préférais favoriser le matériel flippant au matériel sombre, si je puis dire. Alors asseyez-vous confortablement, prenez votre pack de bonbons si vous êtes cool et votre pack de bière si vous ne l'êtes pas, et c'est parti. Bouh. Commençons par mon cher ami Clément Diolo qui me suggère de parler de la trilogie des cartoons de Porky et Sylvestre des Looney Tunes, ainsi que de la variante générée par Looney Tunes Cartoon. Chuck Jones avait réalisé 3 cartoons entre 1948 et 1955, mettant Porky et Sylvestre en vedette dans des setups horrifiques ou surnaturels, tandis que le terrifié mais brave Gros Minet extirpe Porky du danger que celui-ci ne soupçonne jamais et ne voit jamais venir. Basiquement, ces cartoons sont comme un prototype de Courage de chien froussard, ce qui n'est pas pour me déplaire. Jones et Michael Maltese donnaient leur propre vue sur le personnage de Gros Minet, qui démontrait déjà à l'époque à quel point c'est un personnage versatile. C'est d'ailleurs dans le premier cartoon des 3, Scaredy Cat, que Sylvestre gagne son nom officiel. Bref, en tant que cartoon flippant, je ne saurais trop dire que ce sont les plus flippants que je connaisse, même provenant du catalogue Looney Tunes. Pour ça, je me tournerais plus vers Frank Tashlin personnellement. Mais Jones et son équipe exploitent certainement le potentiel de leur setup pour créer à la fois un hommage aux œuvres horrifiques d'antan, mené avec un vrai respect qui se traduit dans la brillante cinématographie, et une tournure désopilante portée par les réactions dégénérées du pauvre Gros Minet qui doit non seulement s'occuper des menaces autour de lui, mais aussi du caractère complètement ignorant de son maître. Des 3, je pense que Scaredy Cat est le plus efficace en termes d'ambiance horrifique, pas aidé par quelques passages vraiment glauques si on s'y penche un peu. Close for Alarm est assez prenant aussi, ne serait-ce que pour la magnifique direction artistique soutenue par les layouts de Maurice Noble, faisant de chaque plan une mini-œuvre d'art. Le dernier, Jumpin' Jupiter, est cependant bien plus farfelu, toujours un bon cartoon, mais quand même moins prenant sur ce terrain. Sur le trouillomètre, les 2 premiers gagnent un solide 3, Jumpin' en revanche est plus un 2. Maintenant, la version Looney Tunes Cartoon, In for Trouble, qui ma foi fonctionne bien. On en revient au motel hanté, comme dans Close for Alarm, mais cette fois, Gros Minet a affaire à un pur serial killer, au lieu d'un gang de souris diaboliques. Et j'apprécie vraiment qu'il n'y ait pas d'ambiguïté quant au gérant du motel. C'est vraiment un serial killer échappé d'un asile, et qui ne cache pas ses intentions meurtrières, là où ça aurait pu tourner au traditionnel malentendu quant à la nature de la personne. Je salue Looney Tunes Cartoon pour ne pas détourner le regard quant au fait que Looney Tunes, ça peut être sombre et bardé d'humour noir. In for Trouble repose sur certains clichés plus modernes du cinéma d'horreur, en tout cas plus modernes que dans les années 40, mais ne renonce pas à la touche farfelue, qui se marie pourtant bien avec la présence inquiétante de ce grand type dégingandé à l'écran. Bon point pour la direction artistique également, lorgnant vers les influences de Maurice Noble sans pour autant bêtement singer son style. C'est peut-être moins élégant que chez Jones, mais paradoxalement, c'est peut-être parce qu'il est plus brut qu'il peut en paraître légèrement plus flippant. On va quand même dire un 3 également. On passe à un classique que je n'ai honteusement que peu évoqué sur ma chaîne, Les Zinzins de l'espace. J'adore cette série, ironiquement de plus en plus avec le temps qui passe. Quand j'étais gosse, je vous aurais dit que Oggy et les cafards était facilement ma série Xylam préférée, maintenant c'est clairement Les Zinzins. Et le truc sympa avec cette série, qui contribue à sa résistance au vieillissement des spectateurs, c'est qu'elle est parfois bien glauque, surtout durant la première saison en fait. Celle-ci a vraiment une aura unique, dans la veine des inspirations comme Ren et Stimpy. Du coup, elle ne se prive pas de générer une sorte de malaise à plusieurs reprise par son ambiance. Je me rappelle notamment, quand j'étais petit, l'épisode qui me mettait le plus mal à l'aise, c'était l'épisode Scoo Moon Blues, avec la maison investie par la personne la plus malchanceuse de la Terre, répercutant sur le quotidien des aliens. La fin en particulier me traumatisait pour une raison quelconque. Dans les suggestions reçues par Simtoon, 2 épisodes en particulier ont collé à ce que je cherchais. D'abord, Brosse-toi les dents, qui tourne autour de l'addiction de Gorgeous pour le sucre, jusqu'à ce qu'il en fasse des cauchemars la nuit. Bien que l'épisode soit assez sombre dans sa représentation palpable de l'addiction,
surtout quand Gorgius est contraint de laisser ses amis se débarrasser de toute trace de sucre dans la maison, c'est probablement surtout le cauchemar de Gorgius qui se démarque, et encore une fois plus pour le malaise que pour le fait d'être vraiment flippant. Le monde selon Ethno, en revanche, en voilà un cas à part. Dans cet épisode, Ethno élève des cancrelats, qu'il juge comme les créatures les plus perfectionnées de la Terre. Et après avoir reçu un coup de balle de golf sur la tête, il s'évanouit et fait un cauchemar, le projetant dans un futur lointain dominé par les cafards. Ce futur est malsain à plus d'un titre, bardé d'une atmosphère étouffante dont le facteur unique est de faire se dérouler la majorité de l'action sur un terrain de golf géant. Pourtant, tout est noir, tout est sombre, et Ethno et Bud, seuls survivants parmi les zinzins comme mentionné par Bud, sont forcés de jouer les porteurs pour les cancrelats, tout en étant vieux et décrépits. Bref, la grosse joie. Même s'il n'y a pas de sursaut horrifique à proprement parler, c'est clairement l'ambiance lancinante qui fait le boulot. Je vois bien cet épisode terroriser un gosse ou deux, et c'est au passage un de mes préférés de la saison 1. Sur le trouillomètre, pour moi, ça vaut un bon 4. Comment? Vous n'êtes toujours pas terrifié? Bon, dans ce cas, il est temps pour moi de sortir l'artillerie lourde. Vous me laissez pas le choix, je vais devoir vous parler des Schtroumpfs. Tremblez! Mary-Garana Celias m'a suggéré l'adaptation animée du tout premier album des Schtroumpfs, les Schtroumpfs noirs, ici rebaptisé La Mouche Bzz. Dans cette adaptation d'ailleurs, les Schtroumpfs infectés par la mouche ne sont plus noirs, mais violets. J'ai même pas besoin de faire la vanne, c'est probablement pour la raison à laquelle vous pensez qu'ils ont fait ce choix. Quoi qu'il en soit, c'est assez fou de se dire que la saga des Schtroumpfs en BD, en tout cas leur carrière indépendante de Johan et Pierre-Louis, a débuté avec une telle histoire, où les Schtroumpfs sont progressivement infectés par la morsure, oui, morsure. Pas piqûre, morsure. D'une mouche particulière, transformant l'hôte en une sorte de zombie qui passe son temps à dire gnap et bondir partout, et qui transmet le virus en mordant la queue de ses camarades. Gardez vos blagues pour vous s'il vous plaît. Un dispositif horrifique classique en soi, avec lequel la BD s'en tire très bien au passage. L'adaptation animée en revanche... J'avoue que ça fait très longtemps que je n'avais pas vu un épisode de l'adaptation animée des Schtroumpfs, que j'aimais bien quand j'étais petit. Surtout ironiquement, les épisodes pas adaptés des albums. Donc oui, c'est du Hanna-Barbera assez classique. En tant qu'adaptation, la mouche Bzz progresse à un rythme catastrophique, et l'ambiance est clairement plus farfelue que réellement accrocheuse. J'apprécie qu'ils aient gardé cette partie assez stressante du climax où le grand Schtroumpf se retrouve infecté avec le reste du village, mais la retranscription animée est vraiment plan-plan. Je pense que le plus flippant dans cette adaptation, c'est d'avoir amalgamé le Schtroumpf gourmand et le Schtroumpf cuisinier. Désolé, mais pour moi, ce sera un tout petit 1 sur le trouillomètre. Heureusement que cette série est arrivée avant la menace Schtroumpf. Bon, allez, tant qu'on y est avec les adaptations pas dingues, parlons de Spirou. Je peux pas dire que Spirou ait fait partie de mon enfance de la même façon que Gaston Lagaffe l'a fait, mais j'ai toujours eu une certaine affection pour Spirou, et j'aime beaucoup une bonne partie de ses histoires. Ironiquement, le dessin animé des années 90 a possiblement été ma vraie première exposition à ce personnage. Je l'aimais bien à l'époque, mais pas sûr que ce sera encore le cas aujourd'hui. Alice 0S m'a suggéré l'épisode tiré de l'album de Tom et Jean-Ry, La Vallée des Bannis, un grand classique somme toute, et un de mes albums préférés. Une adaptation animée de cet album a certainement un grand potentiel, mais je n'avais pas réalisé à quel point cette série Spirou pouvait être cheap, ou en tout cas au moins le temps de cet épisode. La Vallée des Bannis se distingue notamment par un côté étonnamment cru derrière la grandeur des décors et la variété du bestiaire. Un côté primaire si j'ose dire, qui fait mouche notamment lors des crises de Fantasio après la piqûre de moustique subie. Heureusement ces idées ne sont pas avortées dans l'adaptation, bon point pour ne pas avoir occulté le sort funeste des anciens explorateurs au passage, mais l'exécution c'est une autre paire de manches. On troque le scope impressionnant pour une omniprésence du rouge, qui est pour autant limite la meilleure chose à propos de la direction artistique, optant pour un ton plus terne que celui de la BD, le rythme une nouvelle fois n'est pas fameux, et autant j'adore Patrick Guillemin, autant sa prestation en tant que Fantasio fou fait plus ricaner qu'autre chose. Mais oui, tu as raison Spirou, je vais te calmer, définitivement. Je pense que ce que je retire surtout de cet épisode, c'est que ça me fait fantasmer d'une adaptation avec des opportunités de temps et de budget aussi confortables que la série Tintin de chez Ellipse par exemple. Pour la direction artistique, le sound design et tout le tralala. En l'état, je ne peux pas m'empêcher de trouver la chose assez risible. Et le facteur de trouillomètre uniquement influencé par les pirouettes scénaristiques faisant déjà partie de l'histoire de base. En plus, on dit adios au Fantasio Magazine, donc pas de clémence en ce qui me concerne. Ce sera un très généreux 2 sur le trouillomètre. Et tiens, puisqu'on parle de Tintin... Bah on a déjà parlé de Tintin en fait. Mais ce dont on n'a pas parlé en revanche, c'est du cousin méconnu. Ellipse et une partie de l'équipe de Tintin ont également accouché de la beaucoup moins connue adaptation télévisuelle de la série de BD Blake et Mortimer, que je n'ai pas lu moi-même je confesse, et dont je savais peu de choses à vrai dire. En somme, l'épisode dont je vais vous parler est pratiquement mon initiation à l'univers de cette série. Lucie Duclou m'a suggéré le diptyque adapté du tome 3, La Marque Jaune. Dans cette histoire, un mystérieux fauteur de troubles insaisissable et apparemment invulnérable sévit à Londres, et kidnappe des personnes
une à une, tout en laissant derrière lui un symbole lui valant le sobriquet de la marque jaune. Tout d'abord, à la vue de cet épisode, il semblerait que l'équipe de la série ait bénéficié d'un confort similaire à celui ayant porté la production de Tintin. C'est joli, c'est bien joué, c'est bien réalisé, à quelques approximations près, et c'est bien rythmé également. Ce qui permet à cette histoire d'être d'autant plus accrocheuse en l'état. De ce sinistre individu au charme délicieusement old school, comme un Fantomas encore plus dark, tellement dark qu'il habillait tout en dark, qui détonne même mis en scène au sein de ces sombres rues de Londres, aux kidnappings en eux-mêmes, qui ne sont pas sans rappeler les événements traumatisants ayant parsemé un certain épisode de Tintin, même si la marque jaune ne lui arrive pas à la cheville côté trouillomètre en ce qui me concerne. En fait, les idées les plus malsaines derrière cette histoire demeurent dans les révélations et ce qui s'ensuit. Je vais devoir spoiler pour m'expliquer, donc je vous encourage à passer à la suite avec ce timecode si vous voulez vous épargner le divulgachage d'un twist. Du coup, en fait, Rosebud c'était sa lutte. Je veux dire, le mystérieux criminel est en réalité une personne contrôlée à sa guise par le vrai méchant de l'histoire. Le docteur Septimus, auteur d'un livre de théorie qui servait de lien dans toute cette histoire. Je vais pas tout vous résumer bordel de merde, de toute façon si vous êtes resté vous savez déjà. Et oui, je sais que la personne manipulée est en fait un des grands ennemis de Blake et Mortimer, mais sur le coup je savais pas, c'est mon initiation à la licence, je rappelle. Bref, déjà, manipulation mentale hors du contrôle de l'autre, pour ceux qui s'en souviennent déjà de base c'est un sujet qui à lui seul peut me faire sentir des petits frissons, et plus le processus est détaillé, et plus il devient malsain. L'apogée, c'est quand Ulrich révèle par le biais de cette réplique longtemps que j'attends ce moment. Tu vas payer pour tout ce que j'ai enduré. Qui était complètement conscient tout ce temps d'être contrôlé par le professeur, comme si sa conscience était prisonnière avec ses gestes et sa parole indépendants de cette dernière. Yesh. Et le moment qui m'a fait réaliser qu'Ulrich devait effectivement ne pas être une personne très cool et si autonome que ça, c'est qu'il se venge sur le professeur en le réduisant à néant avec sa propre machine. Yay. Aussi, il est à deux doigts de faire subir le même sort à Mortimer, ce qui n'est pas moins stressant à imaginer comme situation. Bien entendu, tout est bien qui finit bien, mais mazette, faut avouer que le climax de l'histoire emmagasine pas mal. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le grand coup de flip, mais il y a suffisamment d'atmosphère et d'implication pour que ça puisse laisser une impression. On va dire 3, mais c'est un gros 3. On passe à un classique des traumatismes d'enfants américains, un épisode des Razmoket. Et moi, déjà que je trouve que cette série dégage une aura pas toujours très confortable, ne serait-ce que pour son esthétique générale, je ne suis pas trop surpris de savoir qu'il y a un épisode qui est resté dans plus d'une mémoire. Angelica's Worst Nightmare est un épisode dans lequel Angelica est confrontée à une crainte habitant plus d'un enfant, celle d'être éventuellement négligée par ses parents lorsque ceux-ci sont sur le point d'avoir un nouveau bébé. Si la hauteur d'enfant de cette crainte est efficacement retranscrite par l'écriture et la mise en scène de l'épisode et du personnage d'Angelica dans cet épisode, c'est surtout pour une séquence iconique que cet épisode a laissé son empreinte. Vers la fin, la crainte d'Angelica se manifeste par un cauchemar où le nouveau bébé non seulement la remplace aux yeux de ses parents, mais aussi la martyrise carrément. Et un gros facteur du caractère intimidant de cette séquence, c'est le foutu design du nouveau bébé. Regardez sa tronche, et écoutez la voix qui sort de cette tronche. On dirait une version miniature d'Edward G. Robinson. La mise en scène également aide à faire ressortir cette scène, qui se termine d'ailleurs par cet énorme bébé avalant Angelica alors qu'elle tentait de prendre la fuite. Je me demande si après cet épisode, il y a réellement eu des enfants suppliant leurs parents de ne jamais avoir un autre bébé. Bien que le facteur trouillomètre soit majoritairement impacté par ce point culminant de l'épisode, le reste ne tendant pas particulièrement vers l'horreur d'une quelconque manière, il faut dire qu'il fonctionne d'autant plus après ce build-up et le but de ce build-up. Et encore une fois, de base, moi les Razmoket ça me fout un peu les jetons. Donc bon, on va partir sur un 4, si tant est que ce trouillomètre ait encore du sens. On continue avec les légendaires cauchemars d'enfants. Eh bien passons à un épisode auquel je n'ai malheureusement pas pu échapper. Bah merci Sana Rufi. Le foutu cauchemar de Pingu avec le foutu vous savez quoi. Un grand classique des traumatismes de jeunesse, qui n'a heureusement pas fait partie de la mienne. Je ne sais pas ce que je peux ajouter à son sujet, mais je suppose qu'il est naturel de voir pourquoi justement cet épisode a fait peur à beaucoup. Ce n'est pas tant Pingu qui rêve que l'exécution de ce rêve qui est la clé. Après, comme les Razmoket, Pingu c'est un peu dérangeant de base. Probablement plus encore. C'est une série qui me ferait comprendre la phobie de Mabel concernant la stop motion. C'est aussi bien sûr une question d'atmosphère, de sound design et tout ça, dont cet épisode est sûrement le point culminant en termes de malaise. Même le début censé être plus guilleré avec Pingu qui commence à rêver et ses meubles qui prennent vie, c'est pas si joyeusement charmant que ça. Mais bien sûr, ce n'est rien à côté de la chose. Et encore une fois, sur le papier, c'est une chose d'avoir un morse qui envahit le rêve de Pingu et le tourne en cauchemar en essayant de le bouffer. Mais tu prends la stop motion, tu prends ce design, tu prends l'animation, surtout quand il surgit délicatement de nulle part et glisse avec le décor pour te suivre, et tu prends les sons qui sortent de sa bouche, slash museau, slash gueule, choisissez le terme approprié. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Et ouais, tu m'étonnes que ce ne soit pas que les cauchemars de Pingu qui l'aient hanté. Tu ressens la panique de Pingu quand
quand le mort cessait de le retenir captif, tellement ce mort se laisse un impact. Mais mon truc préféré par rapport à cet épisode, c'est qu'il se termine par Pingu chialant ses grands morts dans les bras de sa mère. Certes, celle-ci essaie gentiment de le consoler, mais c'est vraiment le dernier plan de l'épisode. Un plan sur Pingu qui pleure suite au traumatisme laissé par cette expérience, comme bien des jeunes spectateurs à l'époque. Non, ouais là, non, y a pas photo, c'est 5 sur le trouillomètre. Même pour moi qui n'ai pas connu Pingu étant jeune. Hardman a récemment annoncé qu'ils allaient faire un revival de Pingu. Le peuple exige une continuation de ce traumatisme. Allez, faites-le subir à une nouvelle génération, si vous l'osez. On passe à une série que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam avant qu'un de ces épisodes me soit suggéré par Gladys Mitterball, désolé de la prononciation. La bien nommée Méga Robot Super Singe Hyper Force Go. Regardez comme je pète le dynamisme. Apparemment c'était une exclue de Jetix, et pourtant j'avais Jetix à l'époque. Comment ça, il y a eu une exclue de Jetix que je ne connaissais pas? Vous êtes sûr que cette série existe réellement? Hein? Ouais, bon ok. On m'a conseillé un épisode nommé Le Cirque Noir, qui commence sur les chapeaux de roue, avec ce cirque itinérant de l'espace, qui croise sur son chemin une substance noire gluante qui submerge le vaisseau et la troupe de cirque qui sert d'occupant. C'est clair, direct, et ça laisse une impression en soi. Puis le gros de l'intrigue démarre au sein de ce cirque que les personnages principaux vont visiter. Join the circus! Oh sa mère la... SpongeBob, me boy! Autant je concède l'effet que peut générer le début, ainsi que, encore une fois, le concept d'avoir des personnages possédés hors de leur conscience, autant je trouve l'épisode en lui-même plus farfelu que vraiment flippant. Grosso modo, le monsieur loyal de cette troupe de cirque, incarné par pas moins que Robert Englund lui-même pour l'anecdote, kidnappe les singes un à un pour en faire partie intégrante de son show. Lors du climax, la substance gluante pousse les gens du cirque à attaquer les héros tout en les poussant vers les extrémités les plus grotesques en termes de look. J'apprécie la créativité du concept, il n'empêche que c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir la nuit personnellement. Mon anxiété de nature peut s'en assurer, elle va pas être remplacée pour ce job. Après, l'épisode en lui-même est pas trop mal, même si ça manque un peu de peps à mon goût. Reste que c'est un 2 sur le trouillomètre. C'est la saison des robots en ce moment, c'est donc l'occasion idéale de faire la transition vers une série Transformers, une autre que je n'avais jamais regardée personnellement avant de recevoir des recommandations. Mios Niragawa m'a proposé l'épisode des Dévoreurs de la saison 1 et celui des Terrorcon de la saison 3. Alors un truc marrant s'est produit pendant que je cherchais les épisodes. Comme je me suis basé sur une liste d'épisodes pour retrouver les deux concernés et que l'ordre n'était pas 100% représentatif du vrai deal, en voulant regarder l'épisode de la saison 1 qui m'a été soumis, j'ai fini par en regarder un autre. Et le plus marrant, c'est que je n'ai jamais suspecté la moindre chose, parce que l'épisode que j'ai accidentellement regardé correspondait pas mal au type d'épisode que je cherchais. Du coup, je vais parler de 3 épisodes au lieu de 2, c'est ma bêtise qui offre. Et pour tout vous avouer, je trouve Predator, l'épisode que j'ai accidentellement regardé, beaucoup plus élevé sur le trouillomètre que les Dévoreurs. Ce dernier tourne autour d'une race de robots extraterrestres coincés dans la glace et accidentellement ramenés à la vie par Optimus et ses potes. Et cette race a de particulier qu'elle se nourrit exclusivement de métal, et surtout de métal vivant, pour le grand déplaisir des Autobots. Déjà, je peux apprécier qu'il n'est pas tiré sur la corde avec le principe de la petite créature a priori inoffensive qui est en fait dangereuse. Et la perspective d'une nuée de créatures voraces qui occupent tout le périmètre de vision a toujours son petit potentiel d'inconfort. Mais je ne pense pas que ce soit particulièrement flippant à proprement parler. Voir ces petites bestioles raser le métal sur les robots me donne une impression plus cartoonesque qu'autre chose. Et la présence des personnages humains dans le mix apporte un humour désinvolte qui rend le ton beaucoup moins stressant. Mais je peux saluer la montée progressive de l'inquiétude au-dessus des têtes des robots, qui n'est pas si mal retranscrite. Surtout par le biais de Bumblebee, qui est franchement trop adorable quand il est nerveux, avec ses petits bruits en guise de langage. On aurait dû avoir ce Bumblebee dans Transformers 1, MetaV, au lieu de ce Bumblebee. Je conçois que le trouillomètre pâtit un peu du contexte, puisqu'il s'agit là de bestioles dévorant des robots. Ça aurait été certainement beaucoup plus déplaisant s'il s'était attaqué à des êtres de chair et de sang pour les réduire en pâté. N'empêche que ça reste un 2. Avec Predator, en revanche, là on discute. Je trouve cet épisode assez unique parmi les 3 que j'ai vus. Ici, nous suivons 2 personnages, Jack l'humain et Arcee le robot, qui effectuent une patrouille d'éclairage lorsqu'un vaisseau inconnu atterrit sur Terre, parce que comme d'hab, on attire toutes les saletés intergalactiques. Et c'est peu dire, parce que ce qui sort du vaisseau, c'est une créature robot arachnoïde, la bien nommée Arachnide, dont le passe-temps c'est de traquer, collecter et torturer des espèces en voie de disparition, ou en voie d'être en voie de disparition lorsqu'elle s'attarde sur celle-ci. Et là, elle a choisi les humains, et tout particulièrement Jack. Cet épisode est un clair hommage à la série des Predators, et il trouve le moyen de laisser une impression en termes de flip, même en dehors du concept même d'une chasseuse sadique aux trousses des personnages. D'une, le design d'Arachnide, qui doit ravir les arachnophobes du coin, d'autant plus dans la façon dont elle se rue sur ses proies. De 2, le contexte de cette large forêt vide où la chasseuse pourrait sortir de n'importe où, d'autant plus en pleine nuit. De 3, l'économie du casting nous faisant suivre uniquement 3 personnages principaux, les autres Autobots ne faisant qu'un caméo muet dans une séquence de flashback. Et de 4, la façon dont l'épisode étoffe le passif d'Arachnide et sa connexion avec Arcee. Arcee fut en effet une victime rescapée des griffes d'Arachnide. Et
l'épisode ne fait pas son timide quant aux implications de leurs interactions. On voit des bribes de la torture physique et mentale subite par Arcee, ainsi que ce qui arrivait à son ancien partenaire, tué de sang-froid sous les yeux de la pauvre Autobot. Et tout ça sous une ambiance très peu guillerette. Contrairement à l'épisode précédent, rares sont les occasions de désamorcer l'ambiance sombre par le biais d'un petit gag ou commentaire amusant. C'est en grande partie serious business, et ma foi, ça fait le job très efficacement. Entre traque inquiétante et torture mentale, que demande le peuple? Ça vaut bien un joli 4 sur le trouillomètre. Et enfin, l'épisode des TerrorCon, nommé Les Mutants de l'Énergon Noir. Énergon? Je sais pas. Bon. Un autre épisode plutôt intéressant et offrant une nouvelle perspective, puisqu'il nous place intégralement du côté des Decepticons, les Autobots ne faisant aucune apparition dans celui-là. Alors comme je n'ai vu que 3 épisodes, je ne saurais clairement détailler le contexte et ce qui a conduit vers ce contexte. C'était pas un peu une idée à la con cette vidéo? Mais en gros, un des Decepticons, Knockout, expérimente sur un cadavre de robot pour compléter une formule d'énergon synthétique, et y injecte de l'énergon noir, ce qui ranime le cadavre, devenu un TerrorCon, une sorte de Transformer zombie dont ce n'est pas la première apparition dans la série d'ailleurs, et qui infecte les passagers du vaisseau Decepticon un à un, comme dans toute histoire de zombie qui se respecte. Ce que l'épisode ne se prive pas de référencer d'ailleurs. Un autre épisode au périmètre restreint pour mieux accentuer la menace étouffante, quelque part entre un film de zombies donc, et les films Aliens. Et puis, faut s'avouer, des robots zombies, c'est juste un concept cool. Et oh tiens, Arachnid revient, coucou Arachnid! Comme par hasard, c'est d'ailleurs elle qui a les plans les plus surprenants de l'épisode. L'ambiance marche assez, mais elle me semble un poil plus décontractée que celle de Predator en revanche. Et le fait de suivre un duo qui se balance assez fréquemment des pics n'aide pas vraiment. Et encore une fois, peut-être que c'est plus cool que réellement flippant. Ouais, logique bizarre, cherchez pas. On va dire 3 sur le trouillomètre. Bon allez, ça suffit les robots maintenant. Je veux des petits chiens, même si les robots me haïraient pour ça. Benjamin Garrigos m'a donné une recommandation pour un épisode de 101 rue des Dalmatiens, alias la série 101 Dalmatiens que personne n'a regardé, alors que pour le peu que j'en ai vu, elle est plutôt sympa. Oui, du coup je peux pas juger moi-même, j'avais regardé quelque chose comme la moitié de la saison avant de lâcher l'affaire pour diverses raisons, mais bon, ça devrait me pousser à finir puisque l'épisode concerné est l'épisode final de la saison 1 et de la série. Le diable s'habille en fourrure, épisode en 2 parties s'il vous plaît. Et oui, pas la peine de vous faire un dessin, vous savez déjà qui est ce fameux diable. Sachant que le contexte de cette série se déroule des années après les événements du film original, c'est qu'elle tient cette vieille peau. Plus ou moins facilement en tout cas. Son obsession pour la peau de Dalmatien, en revanche, est intacte, et elle est bien déterminée à s'emparer de cette nouvelle génération de toutous. Pas forcément de quoi sauter au plafond sur le papier, mais je dois reconnaître que l'approche de cet épisode, et particulièrement de la première partie, est accrocheuse. Tandis que Cruella pousse les chiens à rester enfermés dans leur maison en sécurité, et les prive des ressources essentielles une à une, comme la bonne sadique qu'elle est. L'équipe de cette série a délibérément accentué son aspect croque-mitanesque, et ça joue à la fois en sa faveur et sa défaveur. En sa défaveur, notamment parce que plus d'une fois, on sent que les auteurs ont été traumatisés par ce plan du film original et en ont fait un aspect récurrent de Cruella, au détriment de l'impact par l'économie, même avec l'ajout de son apparence progressivement décrépite sous état émotionnel intense. Mais aussi en sa faveur parce que, encore une fois, c'est juste plutôt cool exécuté tel quel par moment. À vrai dire, j'ai plus pris mon pied que j'ai trouvé ça flippant, mais bon. La deuxième partie est plus orientée action et course-poursuite après le huis clos de la partie 1. Mais la gueule de la machine à dépecer les animaux aurait de quoi donner des sueurs froides, même si on se doute que la seule bestiole qui va passer dedans, c'est Cruella, et qu'elle va en sortir avec des séquelles plus cartoonesques qu'autre chose. Globalement, il y a à boire et à manger, et la première partie présente des idées chouettes. On va être généreux avec un 3, parce que je repense aux 2 que j'ai déjà donnés, et je trouve cet épisode plus sympa à ce niveau. It's Batman time. On a peut-être déjà fait la série animée Batman, mais on n'est pas encore passé du côté de Batman Beyond, alors que niveau idées sinistres et étrangeté malsaine, il y a des fois où elle n'avait pas grand chose à envier à la série mère. Un épisode bien connu des fans et de leur sueur nocturne est certainement Earth Mover. Déjà au début, ça commence par une des amies de Terry, le Batman de cette série, qui a l'impression d'être stalké en permanence par une force invisible, l'ambiance silencieuse nocturne n'apportant pas de réconfort à la scène. Ses soupçons sont fondés lorsque Terry remarque une silhouette dehors, qui s'avère être une créature vivante faite de terre. À ce stade, on pourrait s'attendre à un héritier des épisodes sur Gueule d'Argile, aka le générateur de traumatisme dans la série originale. Comme si son spectre revenait joyeusement hanter cette nouvelle itération de Batman. Et pourtant, c'est à une menace différente à laquelle nous avons affaire. Et pourtant, pas moins dérangeante. Si vous pensiez que les méchants de la série originale avaient déjà des origines assez glauques, vous n'avez pas vu ce Earth Mover. Cet antagoniste est né d'un mec ordinaire, partenaire en affaires de l'homme dont la fille qu'on a vue au début de l'épisode est la fille adoptive, parce que le mec ordinaire était son vrai père. Purée, qu'est-ce que je suis bon pour expliquer les choses. Sauf que le mec fut victime d'un accident, alors que lui et Bill enterraient des barils de déchets toxiques dans une zone non autorisée, laissant le pauvre mec enseveli et progressivement affecté par les déchets. Une vision déjà cauchemardesque en soi, mais au final, le mec n'est pas mort, et à la place, ça lui a donné le super pouvoir de manipuler la Terre à sa guise. Le maître de la Terre du futur, si on veut. Ça sonne cool dit comme ça. Ouais, jusqu'à ce qu'on voit la bobine de la victime.
Et apparence terrorisante mise à part, son écriture est curieusement encore plus dérangeante. Pensez aux implications derrière cet homme coincé dans cet état pendant des années, dont le niveau de conscience pure se débat, dans le sens où l'on vient à se demander comme Terry à la fin si ce n'est pas juste une coquille vide gardée encore longtemps alors que l'esprit est mort depuis belle lurette. C'est ambigu, notamment pour son revirement final, et du coup c'en est d'autant plus malsain. Le fait de faire se dérouler le climax 6 pieds sous terre aura de quoi ne pas ravir les claustrophobes du coin, particulièrement avec ses visions de la jeune fille enterrée avec sa maison, comme si c'était un cercueil géant avec vue sur les vers qui l'entourent, et bien sûr, tel un héritier de gueule d'argile, Earthmover, si c'est bien son nom, ne se prive pas d'exécuter sa vengeance en tentant d'asphyxier Bill sous la terre, ce en forçant sa fille biologique à rester et regarder. Un épisode qui réveille bien des idées angoissantes en somme. Et encore, je vous ai pas parlé de sa voix, mais juste sa voix. Bordel mec, t'es apparu qu'une seule fois, mais quelle impression tu laisses. Un bon 5 sur le trouillomètre. Entre la dernière édition des épisodes flippants et cette vidéo, j'ai eu l'occasion d'enfin regarder ce qui est possiblement la série Scooby-Doo la plus populaire, au moins côté critique. Scooby-Doo Mystère Associé. J'ai toujours été sensible au charme de la licence Scooby-Doo, mais je dois bien avouer que Mystère Associé est au-dessus du lot. C'est une jolie façon de soumettre l'univers à une dramaturgie fascinante, tordant légèrement le cou aux bases, sans pour autant les prendre complètement de haut par respect. Comme quoi, c'est possible de faire une bonne variante de Scooby-Doo qui se veut plus sombre que la moyenne. Je dis ça, je dis rien. Et en tant que telle, cette série Scooby-Doo ne s'est pas privée de nous donner nombre des scènes et images horrifiques les plus marquantes de la franchise aux côtés de l'île aux zombies. Mystère Associé pouvait faire monter le trouillomètre de plus d'une façon, avec son ambiance, sa direction artistique, voire même sa simple écriture. Ce qui, je sais, paraît étonnant pour une série estampillée Scooby-Doo. Désigner un unique épisode pour représenter la série est compliqué, mais j'ai décidé de partir avec l'un de ceux que je trouve les plus constants sur ce terrain, l'attaque des cigales. Et on était encore dans la saison 1 avant que ça ne devienne purement sérialisé. En plus, une des inspirations de l'épisode, même si son écriture diffère vastement de celle de cette source, c'est le visual novel devenu animé Inamizawa, le village maudit. De toutes les œuvres que la série pouvait référencer, et elle pouvait référencer de sacrées œuvres, elle est partie vers celle-là à un moment. Purée, Scooby-Doo ça peut être plus métal que ça en a l'air. Grosso modo, dans cet épisode, des représentants de la société ultra polluante Destroido sont attaqués un à un par une nuée géante de cigales. Et c'est bien évidemment ces attaques qui constituent une bonne partie du sel de cet épisode côté trouillomètre. Désolé pour nos amis entomophobes d'avance, mais la simple vision de ces gars ensevelis par un gros tas de cigales qui volent dans tous les sens n'est guère plaisante. Mention pour la deuxième attaque avec le mec sous la douche qui jouit des visions les moins sexy de l'épisode. D'autant plus que lorsque la bande à Scooby vient l'interroger à l'hôpital, celui-ci se remémore progressivement l'incident, le poussant de plus en plus vers une attaque de panique jusqu'à carrément perdre son rythme cardiaque. Good question and answer session, eh, gang? Très bonne démonstration d'humour noir, certes. Cet épisode remémore aussi les pires heures dans le sens positif, de courage de chien froussard, avec sa nuée de cigales formant une cigale géante en CGI qui a de quoi impressionner tant elle est dissonante avec le reste. Et ouais, quand elle se jette sur la caméra, c'est pas très agréable non plus comme vision. Ça reste un épisode type méchant de la semaine, donc ça peut désamorcer quelque peu l'attention si on veut garder ça en tête trop longtemps. Mais en ce qui me concerne, ça ne change pas le facteur impressionnant des attaques, de l'ambiance et des implications, notamment lorsque le méchant menace également de s'en prendre à la bande, insinuant clairement qu'il les tuera s'ils investiguent trop dans l'affaire. J'ai songé au 5, mais finalement, on va partir sur un gros 4. Et pour finir, last but not least, un épisode qu'on m'a suggéré plusieurs fois. Donc sachez que si c'est pas un 5 sur le trouillomètre, plus jamais je vous écoute. L'épisode Canal Fantôme de Code Lyoko. Bon, puisqu'on en est enfin à parler de Code Lyoko sur cette chaîne, est-ce que c'est le moment d'avouer que je n'ai jamais été particulièrement fan de Code Lyoko? Oh tiens, rien ne s'est passé. Le monteur a dû être fainéant sur ce coup. Eh mais c'est moi le monteur. Bref, ouais, non, même quand j'étais petit, ça a jamais été le coup de foudre véritable entre moi et Code Lyoko. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez cool? C'est pas impossible, mais bon, c'est la guerre. Un jour, peut-être que je développerai, mais on est là pour parler d'un épisode flippant, oui ou non? Canal Fantôme a l'air d'être un épisode qui a marqué les fans de ce que je peux lire dans les commentaires. Et je peux imaginer pourquoi, à vrai dire, en me renseignant sur son statut au sein de la série. Car ce n'est pas que pour le principe même. Dans cet épisode, après une attaque de Xana contrecarrée par les héros, 3 d'entre eux ne semblent pas revenus de Lyoko. Tandis que la structure du premier acte progresse en décalé, en nous montrant qu'ils sont bien là. Il s'avère que Yumi, Ulrich et Odd sont retenus prisonniers dans une reproduction du monde réel par Xana, où tout paraît authentique à quelques glitches et interactions froides près. En voilà un concept aux implications inquiétantes. Le truc sympa de l'épisode, c'est qu'il bâtit un suspense des deux côtés de la matrice. D'un côté, le trio piégé à son insu dans une réalité façonnée où les occupants agissent de façon bizarre, et de l'autre, Jérémy et Alita ignorant leur sort de prime abord et craignant la pire issue.
c'est-à-dire avoir été d'une quelconque manière effacé à la fois de Lyoko et du monde réel. Lorsque le poteau rose est dévoilé, Jérémy plonge dans Lyoko pour convaincre ses amis de leur sort et les sortir de là, quand bien même Xana rôde et envoie des personnes zombifiées à ses trousses pour l'en empêcher. Jusqu'au climax où le vrai Jérémy et un faux Jérémy, qui est en fait une manifestation de Xana, se confrontent sous le trio tentant de discerner le vrai du faux. L'épisode a le mérite d'y aller à fond dans cette atmosphère étrange et lancinante, sans distraction malvenue. Et l'exécution du concept est plutôt bien ficelée, même s'il faut à quelques moments avoir une assez forte réceptivité à la suspension d'incrédulité. J'imagine tout de même que l'épisode doit plus marquer un fan pour des raisons que j'ai pu lire dans les commentaires. C'est la première fois notamment que les héros se retrouvent directement en face à face avec Xana, et que cette intelligence artificielle prend une matérialisation physique. Une étape importante dans la saison somme toute, d'autant plus qu'il s'agit du dernier épisode avant le diptyque final. Même si Code Fantôme se termine bien au final, je conçois que le facteur de continuité et de développement au fil de la saison renforce l'impression laissée. Et le faux Jérémy est un peu cheesy pour moi quand il perd le contrôle. Mais Xana est tout de même proche de tuer le vrai Jérémy directement, et pas de la façon la moins douloureuse possible. Jérémy qui jusqu'ici n'avait jamais mis les pieds dans Lyoko et était terrorisé à l'idée de franchir le pas. Mais l'a fait quand même pour sauver ses amis, parce que l'amitié triomphe de tout, comme chacun sait. On va partir sur un bon 3, mais j'admets que c'est possiblement influencé par moi n'étant pas un aficionado de Code Lyoko. Et c'est fini. J'espère que vous êtes terrorisés là maintenant. M'obligez pas à reparler des Schtroumpfs. M'obligez pas. En tout cas, c'est toujours rigolo de revisiter ces épisodes et souvenirs horrifiques de jeunesse d'hier et d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a du matériel pour une 4e édition dans un avenir proche? On le saura le moment venu. En l'attendant, merci à vous d'être restés jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo est sortie à temps pour Halloween. Sinon, savourez votre soirée. Et on se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao!